d'enregistrement et de facilitation siègent ensemble au niveau de la coordination qui est présidée par le coordonnateur national, qui est quasi inexistant, et nous sommes au 23 par 006 du 3 mars 2023, complétant fixe les principes fondamentaux de santé publique dans notre comment on appelle, il a créé une taxe qu'on appelle la taxe de construction des infrastructures. Ça sera le fonds de promotion. Donc appuyer l'amélioration de l'offre. Comment qui est dédouané en RDC. Donc chaque article importé en RDC pour parvenir à faire signer ce document qui finalement a été signé, et je suis content de vous apprendre qu'à partir de demain, le 1er avril, nous allons commencer à 400 millions de dollars par an et 40% de cette garantie auprès des banques pour permettre aux pharmaciens, on aura un moyen de financement pénal créé par. On a passé du bon moment au campus, on parlait toujours. On parlait aussi du fonds de solidarité de la santé qui le paiement des prestations. Et à ce niveau-là, nous avons créé l'assurance maladie obligatoire. On va aussi organiser des ateliers pour que nous comprenions comment cela va fonctionner, bien que nous avions déjà commencé. Mais chacun, à 2%, ça sera l'employeur et 0,5%. Je vais parler de la multisectorialité et de ces institutions à travers la CSE. Merci beaucoup. Et de répondre à l'impératif de la multisectorialité de la santé. C'est ce qu'on appelle en instaurant une taxe, parce que la taxe a un caractère de rédébabilité. Et la rédébabilité est technique et financière d'organisation. Sur la régulation pharmaceutique et les chevauchements institutionnels dans le contexte de la couverture santé universelle. Et ce thème est très important pour l'OMS parce que ça touche à 3 priorités principales qui sont la sécurité du patient, l'efficacité de la coordination institutionnelle et la disponibilité des médicaments de qualité. Et s'agissant du chevauchement institutionnel, du point de vue de l'OMS, la question n'est pas de savoir si il doit y avoir plusieurs institutions qui régulent le secteur pharmaceutique. Mais plutôt la question, c'est de savoir si leur mandat et leur devoir sont coordonnés et sont également complémentaires. Et à la lecture des textes réglementaires qui existent, nous avons identifié 3 zones principales qui apparaissent comme étant des chevauchements. Premièrement, c'est la fonction normative et réglementaire. Et ces chevauchements se situent principalement entre ACOREP et qui exercent les fonctions des réglementations, donc qui sont ces fonctions régaliennes, et l'ANAMED qui élabore des textes, des politiques, des normes et des directives en matière de médicaments. Le deuxième point concerne le contrôle des établissements pharmaceutiques. Et ici, il y a l'ANAMED qui inspecte, qui autorise et qui certifie les établissements. Et en même temps, l'ANAMED suit, encadre et supervise. Et là, ceci intervient dans les champs de la couverture santé universelle sur les normes d'accréditation et la certification. Ajoutez à cela l'inspection générale de la santé qui conserve ses missions historiques d'inspection sanitaire qui implique également des inspections pharmaceutiques. Et donc, le troisième point concerne la gouvernance des médicaments dans la couverture santé universelle. Et là, nous avons la CSU qui sélectionne et régule, qui sélectionne les prestataires,
et de régule également. Et nous avons la collègue qui autorise et qui contrôle. Et il y a la NAMED qui coordonne les commandes et distribue dans le cadre du système national d'approvisionnement en médicaments. Cette répartition peut être pertinente, mais elle nécessite une coordination et doit reposer sur un mécanisme qui est explicite. Et le message de l'OMS à ceci est simple. La coexistence institutionnelle n'est pas un problème, mais l'absence de coordination l'est. C'est pourquoi 3 actions nous paraissent pertinentes. Premièrement, il faudra formaliser un protocole d'accord interinstitutionnel. Et ceci peut aboutir à l'adoption des outils communs entre les différentes institutions, des outils communs de contrôle et d'inspection. Ce qui permettra que, lorsqu'un appareil inspecte des établissements pharmaceutiques, dans son outil, il y a des éléments dont l'acte CESU peut se servir pour pouvoir donner une décision. De même, l'inspection générale de la santé. Mais une chaîne présente au service du patient. Et aujourd'hui, la RDC a l'opportunité de transformer cette complexité institutionnelle en force, à condition de la convertir en coordination qui est structurée. Et l'OMS réaffirme sa disponibilité pour accompagner ces processus. Je dis et je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, c'est le Dr Fariala, directeur général de l'autorité de régulation contrôle couverture santé universelle. Je tiens à remercier l'ordre des pharmaciens de nous avoir associés dans cette journée nationale de pharmaciens. Comme a dit le modérateur tout à l'heure, je vais vite aller dans le rôle de l'autorité de régulation dans cette grande réforme qui est en cours de la couverture santé universelle. Donc, comme vous le savez, tout à l'heure, le docteur Richard venait de le dire, nous avons 6 établissements qui ont été créés pour la mise en œuvre de la CESU en RDC, 6 établissements de facilitation. Ce sont des établissements qu'on appelle les établissements d'appui aux différentes directions qui existent déjà au niveau sectoriel de la santé, et parmi lesquelles il y a l'autorité de régulation. Donc quand on parle de l'autorité de régulation, vous voyez, c'est un établissement qui est appelé à assurer au fait l'équilibre entre les différentes interventions des autres établissements pour aider à ce que le système fonctionne comme il se doit. L'autorité de régulation, c'est le seul établissement qui est placé aujourd'hui sous tutelle de la Première ministre, contrairement aux 5 autres établissements qui sont directement sous tutelle du ministre de la Santé publique et dans ses attributions. Alors, comme le modérateur l'a demandé, je vais plus me focaliser sur les missions de la CESU en ce qui concerne le secteur pharmaceutique. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'intervention du représentant de l'OMS qui a dit que ce n'est pas la multiplicité des établissements et des institutions qui peuvent nous faire peur, mais c'est plutôt de savoir le rôle de chacun, la contribution de chacun, afin de voir la complémentarité qui existe entre les différents établissements qui sont mis en place pour atteindre cet objectif de la couverture santé universelle. Donc là, c'est sûr, dans la régulation pharmaceutique, vient un peu comme les derniers remparts qui viennent contribuer à renforcer ce qui s'est fait déjà normalement. C'est les derniers remparts vraiment dans l'équilibre pharmaceutique. Pourquoi? Nous avons parlé de cela tout à l'heure. Vous allez voir que ce que là, ceci fait, ne vient que renforcer ce que APOREP fait déjà, ce que l'inspection du travail fait, et pour que nous ayons une réglementation, une régulation forte que tous nous avons reconnu. Hier, j'ai suivi les interventions, tous nous avons connu que nous avons encore des difficultés à ce qui concerne la réglementation
et la régulation dans les secteurs pharmaceutiques. Alors la question s'est posée, quelles sont les missions? Donc j'ai dit tout à l'heure que la mission principale de l'ACCESU, c'est de mettre en œuvre toutes ces actions qui concourent à l'équilibre général du système couverture santé universelle au travers de 3 marchés principaux qui interviennent dans la couverture santé universelle. Premièrement, nous avons le marché des prestations de soins de santé, donc c'est l'offre. Deuxièmement, nous avons le marché pharmaceutique qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, troisièmement, nous avons le marché des assurances maladie. Tout à l'heure, vous avez suivi que le Fonds de solidarité des santé, c'est la Caisse nationale qui va organiser le marché des assurances maladie. Donc là, CESU se positionne comme le régulateur à veiller à l'équilibre de ces 3 marchés. À ce qui concerne le marché pharmaceutique, qui est notre sujet principal aujourd'hui, qu'est-ce que la CESU fait? La CESU commence par la première attribution qui est l'accréditation des établissements pharmaceutiques qui sont intégrés dans les systèmes de couverture santé universelle, afin d'approvisionner les établissements de soins qui ont été sélectionnés pour soigner les différents assurés. Donc, l'accréditation n'est rien d'autre qu'une évaluation externe pour s'assurer au fait de la bonne conformité de l'établissement qui est chargé à approvisionner les établissements de soins de santé. Alors, cette accréditation, ce que nous devons retenir, elle est différente de l'inspection. L'accréditation est un processus qui, une fois un établissement accrédité, son accréditation, il peut le garder pendant, ça va dépendre de procédures qui sont en cours de validation, il peut prendre 3 à 4 ans pour que la CESU revienne encore pour une autre accréditation. Alors que, comme vous le savez, les inspections se font régulièrement selon les chronogrammes, que ce soit de la correcte ou de l'inspection générale. Donc, la CESU va faire seulement cette évaluation. Une fois accrédité, il vous intègre dans les systèmes de couverture santé universelle. Si vous lisez les décrets qu'il met en place, les SNAM, vous allez le voir. Mais aussi, si vous n'êtes pas accrédité, nous venons de faire cet exercice tout à l'heure, la CESU vous fait des recommandations et partage les données de son évaluation avec l'autorité de réglementation qui est la correcte, ainsi que l'inspection pour dire voici ce que nous avons trouvé. Notre niveau de compétence se limite à l'identification, mais c'est à vous de prendre des mesures parce que je donne l'exemple. Vous allez dans un établissement, vous trouvez que le pharmaceutique, il n'a pas de thermomètre. Les pièces sont très exiguës, donc ça ce n'est pas le travail de l'ACCESU. L'ACCESU est identifié et puis nous pouvons partager avec les autorités concernées pour prendre des mesures. Ou pour certains, vous trouvez un établissement pharmaceutique avec des autorités qui manque des autorisations de mise sur le marché. Des médicaments dans son établissement mais qui n'ont pas des autorisations de mise sur le marché. Là, nous allons saisir la correcte parce que c'est le rôle de la correcte de jouer pleinement sur cette réglementation à ce qui concerne les autorisations des mises sur le marché. Donc vous comprenez que, comme je l'ai dit, les derniers filtres qu'on parle, c'est là que c'est sûr parce que nous identifions peut-être des choses qui passent par les autres et nous identifions, nous alertons les établissements concernés. Ces différents chevauchements qui peuvent exister et de voir comment coordonner pour que chacun reste dans ses prérogatives. Et c'est là que nous allons bâtir un système fort. Un système fort ne se bâtit pas sur une seule organisation, mais c'est l'ensemble. Quand on parle d'un système, c'est l'ensemble de plusieurs organes qui font l'efficacité d'un système. Donc si nous voulons avoir une régulation efficace, nous devons identifier et nous devons nous approprier aussi. Ce qui est plus important, c'est de nous approprier de cette réforme en cours. Quand on parle de la réforme, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont être modifiées. Il y a une réorganisation et nous devons être prêts à nous réorganiser pour que chacun, dans ses prérogatives, puisse contribuer à cette grande réforme qui est la couverture santé universelle. Je dis et je vous remercie. Le Conseil national,
pharmaciens d'avoir organisé ces assises. Et parce que depuis que le ministère a connu ces réformes, c'est la première fois que nous voyons l'ordre initier ce genre de séminaire pour réunir les pharmaciens pour que les pharmaciens soient formés. En fait, au nom de l'inspecteur général qui est un séminaire qui présente en fait l'IGES auprès du gouverneur, il m'a mandaté de venir participer et que l'IGES se fait représenter pour présenter son rôle et ses attributions. C'est mon modérateur. Donner réellement les rôles des restitutions par rapport aux patients. Donc, c'est pas... Il y a l'ordonnance 018-035 qui a créé maintenant l'IGES officiellement, les services de soins de santé, des établissements pharmaceutiques, avant l'accréditation des établissements, et sensible périodiquement les métiers et la régulation. L'IGES contrôle la gestion des fonds provenant de l'achat des prestations par les assurances maladie, les subventions de l'État et de toute autre source de financement. Son champ est équipé d'activités et techniques et administratives. Il y a un cadre de collaboration qui explique en fait les missions de l'IGES, ses rapports avec les autres structures qui ont été créées. De l'autre côté, vous allez voir qu'il y a le secrétariat général avec ses services. De ce côté ici, vous allez voir qu'il y a les organes de facilitation, là, ceci, FSS, FS, ACOREP, ANIC, ISP et autres. Ici, par exemple, la NAMED, qu'on avait oublié à mettre ça ici. Alors, le rôle de l'IGES, c'est quoi? L'IGES encadre, l'IGES contrôle, l'IGES enquête et l'IGES audit. Dans le cadre de la régulation du secteur pharmaceutique, nous avons par exemple travaillé en collaboration avec la RQCC, par exemple dans le cadre d'accréditation. Nous venons de passer une mission avec la RQCC, de la relevance des soins de santé pharmaceutique, SSM, pour vous montrer en fait la collaboration de l'IGES avec d'autres structures. Dans le cadre du secrétariat général de la santé, nous avons les interventions. Nous inspectons les directions, nous inspectons les programmes, non seulement inspecter seulement, nous encadrons aussi ces programmes à s'améliorer. Par exemple, le PNP qui distribue les moustiquaires ukrainiens, nous participons à ces missions pour contrôler est-ce que les choses se déroulent très bien, est-ce qu'il y a des choses à modifier et quel est le rapport qu'on peut faire au ministre. Par exemple, dans le cadre de vaccination, l'IGES intervient dans les missions avec le PEV pour faire ce genre d'émissions. Dans le cadre maintenant avec les organes de facilitation, FPS, dans le cadre des achats stratégiques, pour le cadre des achats de prestations, FPS écrit à l'IGES et nous organisons ces missions pour voir combien est-ce qu'on va payer aux structures pour payer ces prestations. Voilà, en fait, l'IGES intervient il respecte les offres de soins. L'IGES protège. Il y a la protection financière, comme le directeur, le docteur qui a parlé. Et nous intervenons aussi dans le cadre de prévention avec FSS et nous intervenons aussi dans le cadre de la régulation. Dans le cadre de la régulation ici, nous ne sommes pas encore forts, on n'a pas encore vraiment accentué cet aspect pour travailler avec ACOREP. Mais nous estimons, avec les recommandations qui viendront d'ici, nous allons pouvoir avoir un cadre de collaboration, parce que dans tout ce que nous faisons, les grands bénéficiaires, c'est les patients. Le patient qui est là, qui est le grand bénéficiaire des services de l'IGES, et nous luttons tous pour renforcer les renforcements dans de la gouvernance, et nous sommes là dans le cadre de maintien et amélioration de la qualité des services. Ici, l'invitation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, nous nous sommes dit que
Et les chevauchements devraient être une conclusion de ces assises ici. C'est comme ça, nous, l'IGES, par rapport à tout ce que nous venons de parler, nous disons qu'il n'y a pas de chevauchement. C'est question seulement de réguler, c'est question que chacun reste responsable, parce que dans tout ce que nous faisons, nous travaillons pour la population. Merci. C'est le seul lien qui n'a pas de chevauchement. Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs de ces assises qui sont une première, qui nous ont invités pour pouvoir présenter chacun d'entre nous à ce qui concerne l'établissement pour lequel il est représenté. Je suis le directeur général de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à Corée. Ce que je voulais dire concernant pour pouvoir présenter la Corée, c'est d'abord les missions régaliennes de l'établissement. Bon, globalement, je peux dire que la Corée a comme mission de pouvoir présenter la réglementation pour rendre les médicaments, les produits à base de plantes, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, les aliments, pour les rendre sûrs, efficaces et de bonne qualité. Ça, c'est globalement la mission première de la Corée. Pour pouvoir remplir cette mission, la Corée est chargée notamment de donner des autorisations aussi bien aux établissements pharmaceutiques qu'aux médicaments. L'établissement pharmaceutique, il s'agit notamment des officines, des laboratoires, des grossistes. Donc c'est la Corée qui est chargée de leur donner des autorisations pour pouvoir fonctionner sur base du dossier qu'ils soumettent à l'établissement. En plus de donner les autorisations, la Corée est chargée aussi des essais cliniques pour le cas où les médicaments sont fabriqués sur place ici, sur les territoires nationaux. La Corée est chargée de s'assurer que la mise en place de ces médicaments reste conforme aux standards internationaux. Donc la Corée est chargée des essais cliniques. La Corée est chargée aussi de la pharmacovigilance. C'est-à-dire une fois que les médicaments sont mis sur le marché, la Corée doit s'assurer que les effets secondaires qui surviennent tout au long de la vie du médicament sont contrôlés. Donc la Corée contrôle les effets secondaires des médicaments à travers son service de pharmacovigilance. Donc, en plus de l'enregistrement des essais cliniques, de la pharmacovigilance, la Corée fait aussi les inspections des établissements pharmaceutiques pour s'assurer aussi que ces établissements fonctionnent conformément aux normes. Parce qu'il y a des normes qui fixent le mode opératoire de ces établissements. Et pour cela, pour le cas où il y a des laboratoires ici sur le territoire national, la Corée audite ces laboratoires pour s'assurer que ces laboratoires respectent les bonnes pratiques de fabrication de manière générale. Et pas seulement pour les laboratoires, mais aussi pour les distributeurs, ce que nous appelons généralement les grossistes. La Corée audite aussi ces grossistes pour s'assurer que les grossistes, une fois qu'ils ont importé ou qu'ils ont acheté sur place leurs médicaments, que ces médicaments, que ces grossistes respectent aussi les bonnes pratiques en matière de stockage. Donc la Corée audite aussi bien les laboratoires, les grossistes et aussi les officines pharmaceutiques établies sur le territoire national. Pour là aussi
s'assurer que ces officines respectent les bonnes pratiques officinales. Donc, en plus des inspections, la COREM est aussi chargée de l'importation et éventuellement des exportations de médicaments. Comme vous le savez, la plupart des médicaments qui sont en circulation sur notre territoire sont importés. Et pour être importé, là aussi, il y a des normes. Le médicament doit être enregistré, il doit recevoir son autorisation de mise sur le marché. Et enfin, si cela se passe bien, parce que cette autorisation est accordée sur base du dossier technique du médicament, et une fois que c'est OK, c'est vert, le médicament reçoit l'autorisation d'importation. Ça aussi, c'est la responsabilité de la COREM, autorité congolaise de réglementation pharmaceutique. Et comme je l'ai dit, éventuellement, ce n'est pas encore vraiment le cas. La COREM est aussi chargée de veiller, de contrôler les exportations. Une fois que la couverture santé universelle aura atteint sa maturité, nous espérons, comme le docteur Mbala l'a présenté ici, la taxe sur le produit de santé va aussi permettre en partie de soutenir l'industrie locale. Une fois que l'industrie locale aura été suffisamment établie sur le territoire national, cette industrie locale va pouvoir aussi, une fois qu'elle aura rempli sa mission de couvrir le territoire national, sera peut-être en mesure de pouvoir exporter aussi. Et pour ce faire, ces exportations seront aussi contrôlées par la COREM. Donc voilà, ça fait partie des missions régaliennes de la COREM. En plus de cela, il y a aussi les analyses. Nous avons un laboratoire de contrôle qualité qui d'ailleurs bientôt sera certifié ISO. Bon, la COREM a comme mission aussi d'effectuer les analyses pour là aussi s'assurer de la qualité des médicaments qui sont soit fabriqués ici ou qui sont importés. Pour ces médicaments qui soient fabriqués ici ou qui soient importés, passent aussi par les tests d'analyse. Dans des commissions santé à l'Afrique. Donc, comme je représente ici à l'Afrique, les soins de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les industries pharmaceutiques, les grossistes, les distributeurs et les officines ou les pharmacies. Donc ceux qui sont dans le secteur privé et qui sont membres de l'Afrique. En suivant tous nos amis qui sont là, qui ont eu la parole pour nous expliquer ce qu'ils sont, s'il y a ou il n'y a pas de chevauchement. Nous avons trouvé que tout le monde converge vers les patients, vers les malades. Tout ce qu'il y a comme institution, on en a dit qu'on en a créé 6. Ces institutions sont pour alléger les malades, alléger les patients, que ce soit sur les soins de santé, que ce soit sur les finances. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué, nous qui sommes sur terrain? Nous avons remarqué que ces institutions, qui d'abord, ces chevauches, sont là pour surcharger les malades. Comment surcharger les malades? Chaque institution, je pense quand j'ai suivi de Régnier, on en parlait de pourcentage. Il y a 2% qui sont demandés pour les fonds de solidarité de la santé ou l'assurance. Quand nous bougeons un peu, parce que là, qu'un seul produit dans ces pays où on vous demande de payer 1% pour pouvoir avoir l'autorisation d'importation. Même les biens de tous, on ne vous demande pas de payer quelque chose avant même l'importation. Ça fait déjà 1%. Nous avons parlé de fonds de solidarité.
où il y a 2%. Nous avons à CSU, où il y a une redevance de 2% sur chaque acte de santé. Donc, l'acte de l'infirmier, l'acte du médecin, même à la mort, on vous demande 2% de redevance pour l'acte de CSU. Vous demandez si j'ai chevauchement, oui ou non. Nous qui sommes sur terre, les dépôts pharmaceutiques, les industries pharmaceutiques, les officiers, l'acte CSU et la COREP, c'est chevauche. Aujourd'hui, vous avez les inspecteurs pour les mêmes questions. Demain, des ACGD. Demain, vous avez les inspecteurs de la COREP qui viennent pour les mêmes problèmes. Ça constitue pour nous, les opérateurs économiques, une tracasserie. Je voudrais, au regard de ce que j'ai entendu des panélistes, apporter peut-être, je ne sais pas une synthèse, mais une contribution. En fait, on va remarquer ici que la COREP va au-delà de la CSU. Pourquoi? Parce que la CSU cible quelques médicaments qui seront financés. La COREP va faire son travail sur l'ensemble des produits, c'est-à-dire même les produits qui ne sont pas financés ou qui ne sont pas supportés par la CSU, la COREP doit tout regarder. La COREP doit avoir est censé aller au-delà de la CSU. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement parce que le DG de la CSU vous a montré que pour la CSU, lorsqu'on fait l'accréditation, disons la régulation, que ce soit pour les médicaments, on choisit les médicaments qui vont être, par exemple, financés dans le cadre de la CSU. Et donc cela veut dire que ce n'est pas tous les médicaments. Moi je me trompe, monsieur le DG. Donc si vous dites aujourd'hui que vous allez accréditer ou que le fonds de promotion, je crois, celui qui finance la demande ou l'offre, va financer tel ou tel autre médicament, celui-là va cibler des médicaments précis, quelques médicaments qui vont faire l'objet de la CSU. Et les médicaments qui ne font pas l'objet de la CSU sont censés être contrôlés et faire l'objet du travail de la COREP. Donc finalement, on est dans une situation où, en principe, il n'y a pas de chevauchement. Tout le monde travaille dans le cadre de ce qu'il doit faire, mais si on apporte un bon regard, on va se rendre compte que celui-là qui regarde, il dit tous les médicaments, ok, est-ce que ces médicaments répondent aux normes de qualité? L'autre va dire, est-ce que les médicaments sont donnés tels que ça doit être donné? Et ça, c'est l'IGS. Et ensuite, la CSU venait dire, ok, est-ce que les médicaments qui concernent la CSU sont des médicaments qui sont accrédités? Ok, si ce n'est pas le cas, je me réfère à la COREP. Et la COREP ne va pas soustraire ces médicaments. Voilà un peu ma contribution. De la commémoration de la victoire civique de Haute-Litre. Oui, il n'y a pas seulement un seul mois sur 12 de l'année pour les hommes, pour la femme et 11 autres pour les hommes. Tous les mois sont pour les hommes et la femme. Exactement. Ça mérite des interventions, ça. Docteur Georgette Lloyd, pharmacien de district. Aujourd'hui, je suis en train de parler parce que hier, j'étais dans une industrie pharmaceutique, une industrie qui fut la première pour le transfert des technologies ici au Congo. Aujourd'hui, s'il y a des industries qui sont certifiées, c'est parce qu'ils ont eu comme leçon cette industrie-là avec Pharma. Aujourd'hui, elle est fermée, je suis à la dèche avec les nombreux de pharmaciens et des autres agents qui sont au chômage.
Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été accompagnés par le ministère de la Santé. Oui, j'ai suivi différents panélistes. Pour moi, il y a chevauchement des institutions. Et d'ailleurs, c'est trop. Que ce c'est sûr, ANAMED, ACOREP, FPS, et c'est trop. Je ne sais pas dans la salle si les gens comprennent exactement leur mission et tout ça. C'est un peu du flou. Est-ce que c'était nécessaire de créer tous ces établissements? Est-ce que 2 ou 3 ne pouvaient pas accomplir toutes ces tâches? Ça, c'est une question. Mais je m'en vais poser la question. La première question, je la pose au docteur Mbala. Docteur Georgette, je vous... 2 établissements qui ont des taxes, qui perçoivent des taxes pour la promotion pharmaceutique. Vous avez parlé des FPI, vous avez parlé aussi de FPS. Oui, c'est vrai, FPS, vous avez dit, c'est salutaire parce que c'est au mois d'avril ici qu'on va commencer. Mais il y a les FPI, les fonds pour la promotion de 18, qui perçoivent la taxe sur le médicament. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette taxe par rapport à les 18 ans? La conformité de service. Mais en vous attendant parler... Maman qui a posé une question. J'aimerais d'abord rassurer Madame Georgette et rassurer nous tous qui sommes présents ici. Quand j'ai commencé, j'ai dit ceci. Il y avait un vide. On peut beau dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, qui pouvait faire ce que nous pouvions faire. Il y avait un vide. Et le vide là devait être comblé par la couverture santé universelle, qui n'est pas une invention congolaise. Monsieur Delavec, la couverture santé universelle n'est pas une invention congolaise. Quand vous acceptez ça, directement, sachez qu'il y a une assurance maladie que tout le peuple qui ont adopté la couverture santé universelle paie. Évidemment, elle aussi, vous avez parlé de 2% de FPI. Mais ici, nous parlons de fonds de promotion de la santé. Les 2% que les FPI prennent, moi je souhaiterais que vous allez vous adresser aux FPI qui vont vous dire ce qu'ils en font. Moi, ce que je sais et ce que j'appuie, c'est le 2% que la douane, on ne pose pas ça sur nous, les individus. Vous avez déjà acheté une voiture, vous avez déjà acheté un article de l'étranger, pour ça, en va laisser, on paye la douane. Dans le montant que vous payez là, la douane prendra 2% et mettra dans le fonds de promotion de la santé. Personne ne sentira quoi que ce soit. Tout l'argent allait à la douane pour verser dans le trésor public. Cet argent va s'entendre dans la douane, mais désormais 2% iront dans le fonds de promotion de la santé pour améliorer l'offre. On n'a jamais eu quelque chose de pareil, à moins que je ne sois perdu d'un pays. On n'a jamais eu ça avant. Donc c'est une taxe que nous, les Congolais, nous ne sentirons pas. C'est l'argent du trésor public. Au lieu d'attendre que ça passe dans la chaîne des dépenses, où ça prenne longtemps, ça sera directement versé pour la promotion de l'offre. Et ici, nous parlons des pharmaciens. Nous sommes en train de nous plaindre. Monsieur Yvon a parlé de la RDC est devenu le marché du pays frontalier. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce vide-là. Nous sommes une réforme jeune. Ce qui viendra dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons les constater. Les spécialistes de la couverture santé universelle que nous avions approchés, ils ont aidé beaucoup de pays à mettre cette réforme. Ils ont l'expertise. Nous sommes tout le temps en contact avec eux. Et avant de commencer chez nous, nous avions été dans beaucoup de pays pour faire le benchmark, pour aller voir comment les autres le font et les réussissent.
dire que la RDC est même en retard. J'étais allé au Malawi, ils étaient déjà à 5 ans, 6 ans de la couverture santé universelle. Et le Grand Congo, nous étions là, en train de faire sortir l'argent de nos propres poches, qui est vraiment même une raison de ruine financière. On parle ici des protections financières. On met en place une sorte de solidarité nationale. Quand on dit 2%, 2,5%, d'ailleurs c'est même les travailleurs au sein du Conseil national du travail qui ont pris cette décision. Et le 2,5%, ce n'est pas que le 2% seront pris sur la tête du patient, non. Le 2% seront payés par l'employeur et le 0,5% par l'employé. Si on ne fait pas ça, nous continuerons à être le marché des pays frontaliers et les soins de santé en RDC continueront à être une source de pauvreté. Il y en a qui vendent des parcelles, qui vendent des voitures, qui vendent des motos. Mais nous parlons ici d'un petit montant à mettre chaque mois pour que, quand vous n'êtes pas malade, ce montant aide les autres. Mais à votre tour, quand vous êtes malade, ce montant va vous aider. Le panel est court, je ne voulais pas donner tous les détails. C'est pourquoi j'ai parlé des ateliers qui seront organisés, qui sont déjà d'ailleurs en train d'être organisés, et on le fera particulièrement pour les pharmaciens. Je vais vous donner encore un exemple. Dans la coordination, j'ai parlé ici d'au moins 17 secrétaires généraux des différents ministères qui ont un mot à dire à la santé. La multisectorialité de la couverture santé universelle. On n'en a jamais parlé avant. Tout tourné autour du secteur ministère de la santé. Je vais vous donner un exemple. En Grande-Bretagne, il y a eu à un moment donné beaucoup d'obèses parce qu'ils consommaient beaucoup de boissons sucrées où on exagérait la quantité de sucre. Le ministère de l'économie est sorti, il a dit si nous voulons diminuer la quantité de sucre inutile qu'on met dans les boissons, je crée une loi où je demande à tous les fabricants de boissons sucrées qu'on appelle les sodas de diminuer la quantité pour que cela ne puisse pas se répercuter à nos enfants. Alors, si vous diminuez, on vous diminue aussi une certaine taxe que vous payez par rapport au pays. Et si vous ne diminuez pas, vous payez des taxes. Le ministère de l'économie a agi en amont pour un problème de santé publique grave. C'est cette multisectorialité que je suis en train de parler. Nous parlons ici de l'amélioration de l'offre dans la réhabilitation et construction des établissements de soins de santé. Mais, à ce que je sache, le ministère de la Santé n'est pas capable d'appeler tous ceux qui travaillent dans ces domaines. Mais si vous avez le ministère public et paix, lui va vous faciliter la tâche. C'est comme on est en train de faire les 145 territoires. Ça n'avait jamais existé dans notre pays. J'ai dit ceci, nous nous mettons ensemble autour du président de la République, 17 ministres et à la coordination, 17 secrétaires généraux, avec les établissements de facilitation de la couverture santé universelle. J'avais oublié de vous dire, l'ordre de pharmaciens, l'ordre de médecins, des infirmiers, des sages-femmes participent aussi au sein de la coordination à travers les commissions. C'est-à-dire qu'on a créé une plateforme multisectorielle pour que tous ceux qui ont un mot à dire à la santé interviennent et que cela puisse être pris en compte et avoir une solution. On ne dit pas qu'on est Superman, non. Nous sommes en train de mettre une réforme. Et quand on met une réforme, ne vous attendez pas à ce que tout soit meilleur le premier jour. Nous sommes en train d'évoluer. On apprend de nos erreurs. Nous voulons d'ailleurs qu'il y ait des critiques pour que nous puissions nous améliorer davantage, contrairement à ce que vous pouvez dire. Qui répond à une préoccupation générale, à juste titre d'ailleurs, de nos citoyens. C'est vrai qu'il existe un circuit illégal des produits en circulation sur le territoire. Là, je parle des produits qui concernent au niveau de la Corée. Pourquoi il y a besoin d'être précis ou d'insister? Tout le monde est au courant qu'il y a des entrées illégales des médicaments sur notre territoire et nous avons condition au sein de la Corée de nous occuper aussi de ce
ce circuit illégal des médicaments, des produits qui sont concernés par la mission. Pour ce faire, nous agissons aussi sur base de dénonciation ou sur base des rumeurs. Parfois, nous recevons des informations dans les réseaux sociaux. Une fois que nous avons vérifié l'authenticité de ces informations, nous occupons de ce circuit. Il y a de cela quelques temps, par exemple, il y a des produits qui sont entrés illégalement par notre frontière au Congo central, la frontière de Boufou. Une fois que nous avons été alertés par rapport à cette entrée illégale des produits, nous avons dépêché nos équipes sur place au niveau de la frontière pour voir qu'est-ce qu'il en était exactement, et nous avons saisi quelques conteneurs qui contenaient ce produit qui ne sont pas passés par le circuit légal. Donc le circuit illégal, c'est une réalité, et la Corée s'occupe de ça. Et bien, comme nous ne sommes pas positionnés au niveau des frontières, les structures qui sont habilitées, notamment l'OCC, et nous sommes en train aussi de jeter les bases de coopération, faire des accords de coopération avec ces structures-là, notamment l'OCC, pour voir en quelle mesure, vu que cette structure est positionnée au niveau des frontières, que nous ne le sommes pas, comment faire que les informations puissent circuler une fois qu'ils ont détecté un produit qui n'a pas reçu l'autorisation d'importation et qui est donc illégal. Comment relayer cette information au niveau de la Corée pour que nous puissions en faire un traitement. Donc la Corée a pour mission aussi de faire face et d'élaguer ce circuit illégal. Notre pays étant ce qu'il est en termes de dimension, c'est un pays qui a une dimension continentale, nous ne sommes pas à l'heure actuelle encore positionnés, déployés sur tout le territoire national. En tout cas, dans les provinces dans lesquelles nous sommes déjà positionnés, nous essayons, avec les moyens qui sont les nôtres, de faire face à ce circuit illégal qui fait partie des défis de la Corée. Premier intervenant qui a posé la question sur, pendant que nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons pour la multiplication des officines à l'extérieur. Je pense que j'ai expliqué tout à l'heure lors de mon intervention, l'une des stratégies pour lutter contre cette contrefaçon, c'est aussi l'accréditation des officines qui sont dans la ville selon la réglementation. Donc c'est très important selon le plan de couverture, parce que nous devons aussi savoir quelle est la population que nous devons ouvrir avec le nombre des officines à chaque zone de santé. Et sur base de ça, ça va nous permettre de lutter contre cette contrefaçon. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons remarqué ça aujourd'hui avec la gratuité de la maternité. Quand nous avons commencé avec l'habilitation, nous avons sélectionné dans chaque zone de santé, aire de santé, un établissement, 2 établissements de soins. Pendant que je vous parle, chaque jour, je reçois au moins 2 ou 3 demandes des autres établissements qui n'ont pas été retenus. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve que tous les malades sont maintenant, toutes les femmes sont focalisées vers les établissements qui sont accrédités. Donc l'accréditation va aussi aider à résoudre ce problème, parce qu'une fois accrédités, ces officines vont maintenant travailler avec le Fonds de promotion de la santé. Comment? Ils vont signer les conventions avec le fonds de promotion. Vous avez vu tout à l'heure qu'on va en parler de cette lettre de l'ARCA à Corée sur, par exemple, des ordonnances en ambulatoire. Une ordonnance en ambulatoire est servie au niveau d'une officine, mais comment c'est remboursé? Ça sera remboursé quand cette ordonnance-là, dans les systèmes CSU, il a une convention avec le Fonds de promotion de la santé que cette officine a été accréditée. Maintenant, les autres qui ne sont pas accrédités, qui ne sont pas dans les normes, qui ne sont pas conformes, sans que la Corée les traque ou bien l'inspection les traque, ils vont se retrouver à un moment où ils n'ont plus de marché et certains vont commencer à fermer. J'ai les témoignages de certains établissements, promoteurs de certains établissements de soins qui me voient, qui disent votre programme fait que nous allons fermer nos établissements.
Pourquoi seulement par l'accréditation de certains établissements? Donc ça, ce n'est qu'un petit paquet de la gratuité de la maternité. Rassurez-vous maintenant, si on commence avec le paquet de base qui englobe un peu de tout. Donc c'est-à-dire que c'est une réforme qui va résoudre progressivement, ça n'est pas du tout au tac, progressivement certains défis que nous avons aujourd'hui. Donc l'accréditation. Mais je voudrais aussi insister sur un point, comme on parle des pharmaciens, c'est la certification de prestataires. Là, ceci a aussi ses prérogatives, mais en collaboration avec les différents ordres. Nous devons mettre des stratégies pour certifier régulièrement les prestataires qui travaillent soit dans les officines, soit des prestataires de soins. Parce que vous le savez comme moi qu'aujourd'hui, une fois que j'ai mon diplôme, je peux passer 10 ans, aucune formation, aucune mise en jour, mais je continue à travailler. Mais quels sont les mécanismes par rapport à notre contexte que nous pouvons mettre pour que ces prestataires qui travaillent dans ces piscines, qui travaillent dans nos établissements de soins, peuvent être certifiés régulièrement comme ça s'est fait ailleurs. Ça aussi, c'est l'une des attributions que nous faisons au niveau de l'axe sud, et ça permet aussi de mettre en valeur tous les pharmaciens par rapport à l'avocat maintenant de la population. Mais en réalité, ce que nous faisons, je vais vous parler avec des exemples, ce que nous faisons, c'est pour protéger cette population qui, de fois, est maltraitée par certains, je ne dis pas tout le monde, certains membres de la FEC par rapport aux abus constatés. Je prends l'exemple. Les soins, aujourd'hui, nous disons que l'axe sud va réguler le soin. Vous allez dans un hôpital X, j'étais les noms, la césarienne était de 1500, un hôpital public d'un certain niveau standing. Et l'axe sud, avec le Fonds de solidarité de la santé, vient dire non. La césarienne ne peut pas coûter 1500 $. Si vous voulez intégrer, voici le prix de la césarienne. Sans même faire les études, nous prenons des études actuelles, nous prenons seulement les études de coût, nous revenons avec autour de 750 $. Qui est protégé? C'est la population. C'est le travail que nous avons fait. C'est ce que la FEC aussi doit voir avec ses membres. Qu'est-ce que ces établissements? Parce qu'un établissement public doit avoir l'autonomie financière. Et l'autonomie financière vient toujours de la perception de quelque chose. Mais qu'est-ce que ces établissements-là doivent faire pour améliorer la condition de la population? Là, je parle de ces prestations. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas voir toujours les taxes que l'État a mis en place, les législateurs, pour aider ces établissements à être autonomes. Parce que s'ils ne sont pas autonomes, c'est comme ça que nous allons continuer à déplorer, à dire que notre système est inefficace, il n'y a pas d'autonomie. Donc, c'est déjà le premier exemple que je vous donne. Secteur pharmaceutique, n'en parlons même pas. Nous, ACSU, vous avez vos membres avec qui nous travaillons, demandez-leur les prix qu'on a régulés avec eux par rapport aux prix vendus sur le marché, combien on a fait gagner à l'État congolais. Il y a des produits, nous, avec une négociation avec les opérateurs économiques, nous avons fait gagner à l'État plus de 80%. Un produit qui coûtait peut-être 250 $, selon son offre, mais nous avons acheté ça à moins de 100 $. Le même produit. Donc c'est pour dire que ne voyons pas seulement la taxe, mais voyons derrière ça qu'est-ce qui se cache. Qu'est-ce que l'État est en train de faire. Mais nous sommes les débats. Moi je serais très reconnaissant que la FEC vous percevez telle taxe, voici ce qui était en contrepartie, mais nous ne le voyons pas. Là c'est notre redevabilité. Nous devons vous dire également, nous avons perçu tel montant pour la redevance par exemple de soins de santé pharmaceutique. Mais voici ce que nous avons fait avec. Parce que cette redevance ne doit pas être consommée seulement. TPS, vous avez parlé de la TPS, taxe sur la promotion de la santé. Donc, comme je l'ai souligné, Madame Georgette, tout établissement public, selon la loi, l'organisation des établissements publics doit avoir une autonomie financière avec ses ressources propres. Il ne doit pas dépendre du trésor public. Vous avez appris, vous avez appris combien aujourd'hui les établissemement de soins se plaignent par rapport au retard des paiements, n'est-ce pas? Vous savez la raison, c'est pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait la raison? Parce que jusqu'aujourd'hui, aucun de ces établissements publics n'est encore autonome. Nous dépendons du trésor public. L'argent de la gratuité, c'est une subvention de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État congolais qui paye les
soins des femmes enceintes et des nouveau-nés. Si l'État donne cet argent, les fonds de solidarité de la santé payent également les factures des différents établissements. Mais si l'État ne donne pas, vous voyez que le fonds de solidarité ne sera pas reçu. Ainsi que les produits de première nécessité sont exonérés de cette taxe. La taxe sur la promotion de la santé. Il n'y a pas de médicaments, les 2%. Donc, les 2%, il n'y a pas de médicaments, ils sont déjà exonérés de cette taxe. Deuxièmement, les assurances maladies obligatoires, il y a 2,5, j'aimerais corriger ça, c'est 2,5% de la rémunération par personne. C'est très important. Si vous allez dans les statistiques partout, en Afrique, je parle pour moi, il n'y a aucun pays qui organise les assurances maladies obligatoires qui a un taux en deçà de 5%. Il n'y en a pas. Parce que pour fixer un taux, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut être sûr que je vais couvrir quoi? Quelle est la population que je veux couvrir? Quels soins je vais donner? Maintenant, il faut même examiner les 2,5%, ça représente combien par rapport aux soins que nous attendons de qualité. C'est comme ça qu'il faut que nous puissions avoir une bonne communication, c'est 2,5% par personne sur la rémunération. Mais il y a la progressivité. Je pense que d'ici quelques jours, il y aura cette décision qui va montrer comment on va faire cette progressivité parce qu'on ne peut pas aller du coup normalement. Parce que si vous avez suivi l'AIDES, les résultats de l'AIDES par ménage aujourd'hui dans le milieu urbain c'est 5 par famille et le milieu rural c'est 6. Prenez 2,5% multiplié par 5 ou par 6, c'est que ça donne. Mais est-ce que la population est prête à supporter ces coûts? Je ne pense pas. Merci énormément. Je disais au président de l'ordre tout à l'heure qu'il faudra finalement qu'il organise 2 assises langues. Il y a tellement de sujets à débattre. Leurs interventions dans le secteur. Merci beaucoup. Les interventions de la Banque mondiale dans le secteur pharmaceutique et la production locale de médicaments en particulier. Je suis Alain Lissongolo, je suis pharmacien et expert en santé publique. Je vais rappeler le contexte de l'engagement des chefs d'État africains. Donc le premier point va en fait faire juste un petit rappel du contexte de l'engagement des chefs d'État de l'Union africaine. Le deuxième point donnera très rapidement un aperçu général d'un projet qui est financé par la Banque mondiale, c'est le projet EPP. Et le troisième point va résumer très rapidement les interventions que la Banque mondiale fait en République démocratique du Congo en appui au gouvernement dans le secteur pharmaceutique et la production locale des médicaments. Ont pris un engagement, c'est de réduire la vulnérabilité sanitaire de l'Afrique. Et ils ont considéré que la production locale des médicaments était un levier de préparation et de réponse aux urgences sanitaires. Confronté à un fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles qui représentait pratiquement autour de 80% de la situation mondiale. L'Afrique également était confrontée à un problème d'accessibilité des médicaments, et particulièrement les médicaments essentiels et les vaccins. Et il s'était aussi rendu compte que l'Afrique avait une très forte dépendance aux importations, telles que nous l'avons déjà dit ici, et les chaînes d'approvisionnement internationales. Et tous ces constats avaient été faits à la suite de l'évaluation de la situation économique des pays africains à la fin de l'épidémie Covid-19, qui était marquée par la fermeture des frontières, la prise de mesures barrières et la rupture des stocks de médicaments essentiels et vitaux comme les antidiabétiques, les anti-hypertenseurs et les anticancéreux dans certains pays. Et c'est sur la base de tous ces constats que les chefs d'État se sont décidés de modifier ou de changer la politique africaine de dépendance aux importations et de promouvoir la production locale des médicaments. Alors pour y arriver, ils avaient identifié un certain nombre de préalables. Le premier préalable, en fait, c'était de construire ou de renforcer l'écosystème du secteur pharmaceutique. Et il y a un certain nombre de réformes qui ont été encouragées. La première réforme était celle de s'engager à créer l'Agence africaine du médicament avant. La deuxième réforme consistait à encourager tous les pays à accompagner le processus visant à la transformation des décrets
à l'autorité des réglementations pharmaceutiques ou à l'agence des médicaments. La troisième recommandation, encourager les pays à renforcer les capacités des autorités de réglementation, appuyer la mise en place et ou renforcer les capacités des laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments. Et le deuxième préalable était en fait celui en rapport avec le renforcement de la coopération régionale pour une réponse collective. Donc ici, il s'agissait d'encourager les pays à harmoniser les politiques pharmaceutiques et les politiques réglementaires dans l'espace sous-régional économique dans lequel chaque pays appartenait. La CAC, la SADC, par exemple, et à encourager la standardisation des procédures de délivrance des autorisations de mise sur le marché et à tirer profit de la situation géostratégique de la RDC pour en faire un hub logistique pour les pays voisins et à créer et à renforcer une identité pharmaceutique nationale avec un label de qualité reconnu et aussi. Alors, c'est à l'issue en fait de toutes ces recommandations que la Banque mondiale a décidé de financer le projet MPC, ce qui est en anglais, c'est le projet de préparation, de réponse et de résilience aux urgences de santé publique. Il appartient à plusieurs espaces sous-régionaux. Ici, la RDC a été placée dans l'espace CAC. La Banque mondiale a mobilisé pour ce projet un montant de 1 milliard de dollars pour appuyer tous les pays faisant partie de l'espace CAC dans lequel appartient en fait la RDC. Donc il y a 8 pays qui bénéficient de ce financement. Le Burundi, la RDC, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Rwanda, les Sao Tomé et Principe et la Zambie. En ce qui concerne la RDC, par rapport à ce montant de 1 milliard de dollars, 250 millions ont été mobilisés comme un financement initial. Mais c'est une approche de financement programmatique. Il a été encouragé au pays d'accélérer leur taux de décaissement. C'est lui qui consomme le plus et rapidement peut bénéficier toujours des financements additionnels. Donc, à ce jour, la partie qui est dédiée à la RDC par rapport à ce projet, c'est 250 millions de dollars, et qui est aussi organisée en composantes. Et on peut avancer. Des incitations fiscales et aussi faire des analyses par rapport à l'impact macroéconomique de la production locale dans notre pays en termes de création d'emplois. Merci encore une fois. Il y a une question de Grand Bandundu et qui est représentée par le président Apocalypse. Est-ce que, voilà, si on peut applaudir pour le président Apocalypse, donc, qui est du conseil provincial du Puy. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Nous avons également avec le conseil provincial du Nord Kivu qui représente et qui est représenté par le docteur Biemba Damas. Est-ce que le docteur Biemba est dans la salle? Le docteur Biemba est le docteur Rémi Pomouéchi. Le docteur Rémi est là, voilà. Merci beaucoup, docteur. Il a été l'un des panélistes d'air. Merci d'être venu, docteur. Et également avec nous le conseil provincial du Kasaï, représenté par le docteur Mbouyi Joseph. Le docteur Joseph Mbouyi, est-ce qu'il est là? Le docteur Mbouyi Joseph. Vous êtes plus nombreux, vous applaudissez pour vous-même, les pharmaciens de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis donc le docteur Biemba David, je suis le secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens du Congo-Brazzaville. Je suis accompagné de mon collaborateur, docteur Thomas, qui d'ailleurs a étudié à Lubumbashi. Donc je suis très heureux d'être parmi vous et je tiens à remercier le président de l'Ordre d'avoir invité le Conseil national de l'Ordre de Brazzaville, qui est un conseil frère, puisqu'on sait que les deux peuples sont des peuples frères. Et nous ne pouvions pas venir à cette belle plénière assister sans apporter un présent. Parce que chez nous, le Bantou, même quand tu es invité, il faut venir avec ton présent. Et c'est dans ce cadre que nous avons réalisé ce beau tableau fait par un artisan local et que nous souhaitons remettre en guise de la coopération entre nos deux universités. Voilà. Donc, merci à vous pour la solidarité et l'accueil. Merci beaucoup. Et bon vent pour la suite et félicitations pour l'organisation. Merci. Merci beaucoup à la République. Pour 5 minutes.
de la maladie qu'on appelle les pharmaciens. Je vous remercie. Oui, c'est comme ça. Quand on a eu Mobutu c'est autre chose. Alors, est-ce que les personnes qui ont vécu l'époque, vous êtes ici? C'est ça, c'est quoi? Ok, je vais vous dire. Ça y voit dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes les Aïvois. À vous. Le Zaïre, son parti national du mouvement populaire de la Révolution, ses 30 millions de militantes et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous, flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière un seul homme, animés d'un seul idéal pour bâtir dans la paix, l'unité, le travail, la justice, l'intégrité nationale, un pays toujours plus beau, toujours plus prospère et prêt pour le grand rendez-vous du donner et du recevoir. On dit Maréchal Mobutu, un message pour le président. Eh bien, lorsque j'ai vu les présidents, côté mon sous, on a commandé le corps à Chantini, au bilan, côté président Nathan Bongo, c'est Wapi. Quand on a mon union sur tout ce qu'il a fait pour les pharmaciens, comprenez mon émotion. J'ai dit, je vous remercie. Alors, vous savez, vous êtes un cas de venir nous aiderons des Kabila un message pour le président et tous les pharmaciens du séjour. Vous avez voulu la libération, vous avez été libérés. Organisez-vous, tous les pharmaciens, ce que vous avez fait est une bonne organisation. Allez, j'ai dit, je vous remercie. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas gay, yété, c'est pas entre nous. Qui ça vous c'est ma savate? Oh, avec yé, yopé, on est qui le pouvoir. Loba, ne pas se croyer. Pardon, toi, maman, il y a des gens compatriotes. Écoutez, j'aimerais venir à tous les pharmaciens. Peut-être sa félicitation. Président, quel choc qui n'a qu'à tirer au petit Canada. Et dans le gouvernement, il y a souvent des gens qui ont marqué. Chez Kabila, il y avait Yannick Ngouta qui a marqué. Tu vois, après, il y a Yannick Ngouta, un message de François. Et l'homme la pharmacien, vous avez eu à travailler longuement et durement dans la pharmacie. Mais je ne suis plus votre gouverneur, vous avez Daniel Boumba, je suis Daniel Boumba. Lui passe. Tout comme chez Fatih, tu as marqué, c'est Patrick Mouyaya. Avec une excellence, Patrick Mouyaya, vous représentez le gouvernement, un message pour tous les ministres, vous ne savez pas. Voilà, nous étions avec Michel Bénéva. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était le moment. Je vous laisse 5 minutes. Merci beaucoup, moi, je sais que vous commencez. Merci. Nous allons évoluer avec le programme. Je vais demander de commencer d'abord par les officiels qui sont ici, qui
quelques résolutions. Premièrement, par rapport à la gouvernance et régulation du secteur pharmaceutique. Il y a eu comme résolution le renforcement du cadre légal et réglementaire du secteur pharmaceutique, clarifier les rôles des institutions, entendu le ministère de la Santé, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, lutter contre les chevauchements institutionnels. Recommandation formulée, c'est la mise en place d'une autorité nationale de régulation du médicament autonome, digitaliser les systèmes d'enregistrement et de traçabilité des médicaments, renforcer les inspections pharmaceutiques sur toute l'étendue du territoire. 2. Développement de l'industrie pharmaceutique locale. À ce point, il y a eu comme résolution le positionnement de l'industrie pharmaceutique comme secteur stratégique national pour la réduction de la dépendance aux importations internationales. Comme recommandation, il faut accorder des incitations fiscales douanières aux investisseurs, promouvoir les façonnages pharmaceutiques locales. Il y a lui-même des participants qui ont procédé à la proposition d'élargir la gamme de production locale, développer des zones industrielles dédiées à la production pharmaceutique, favoriser les partenariats publics-privés. Troisièmement, en ce qui concerne la promotion de la pharmacopée nationale et innovation, il y a eu comme résolution la reconnaissance de la pharmacopée nationale comme levier de la souveraineté thérapeutique. Recommandation assortie, il s'agit du financement de la recherche sur les plantes médicinales congolaises. Monsieur le directeur d'État nous a dit qu'il y a eu beaucoup de travaux de recherche qu'il a trouvé à la faculté et il regrette de ne pas avoir les médicaments sortis. Mais la plus grande question, comme il est des institutions publiques, il fallait qu'il nous dise aussi quel est le financement accordé à ces facultés-là pour connaître les produits finis palpables. Encadrer la production et la commercialisation des médicaments traditionnels améliorés, encourager la collaboration entre les tradipraticiens et les pharmaciens. Quatrièmement, en ce qui concerne la collaboration interprofessionnelle, médecins, pharmaciens, infirmiers, renforcer cette collaboration pour améliorer la qualité des soins. Instituer des protocoles de collaboration formalisés. Nous l'avons entendu qu'il existe des collaborations, mais il faut les formaliser. Lutter contre les prescriptions irrationnelles, sécuriser la dispensation des médicaments. Quatrième axe, sur l'accès équitable aux médicaments et couverture santé universelle. La résolution assortie consiste à garantir un accès équitable à des médicaments de qualité, renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale, intégrer pleinement les pharmaciens dans la couverture santé universelle. Dans les coulisses, on nous dit, voir les pharmaciens, on ne paye rien, ils vous donnent des conseils parce qu'il est bien formé. Mais à l'état de deuxième consultation, peut-être qu'il faut payer. D'où l'intégration des pharmaciens dans la couverture santé universelle permettrait à la population d'avoir accès directement à un personnel qualifié sans payer aucun frais. Voilà la contribution que les pharmaciens peuvent apporter aussi pour soutenir la couverture santé universelle. Cinquième axe, formation, recherche, innovation pharmaceutique. Adapter la formation pharmaceutique aux besoins du marché. Réviser les curricula universitaires. Développer des partenariats université et industrie. Créer cette interface entre les milieux professionnels et les universités par exemple. Encourager l'innovation, la biotechnologie. On nous a parlé des impressions 3D, 4D. Ce qui est une innovation en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. Faire la mise en place des fonds de recherche pharmaceutique comme je viens de le dire. Qui donne les hautures d'argent
qui est visuellement impressionnant. Le dernier moratoire. Au terme de ces journées pharmaceutiques nationales, je ressens à la fois une profonde fierté et un immense espoir. Fierté pourquoi? Parce que pour la qualité des échanges, la richesse des contributions et l'engagement manifeste de tous les acteurs, réunis autour d'un objectif commun, bâtir un système pharmaceutique fort, innovant et au service de la santé de nos populations. Espoir, car ces assises ont clairement démontré que la pharmacie congolaise dispose aujourd'hui des compétences, une vision claire et de la détermination nécessaires pour relever les défis majeurs de notre temps, notamment en ce qui concerne l'accès équitable aux médicaments de qualité, le développement d'une industrie pharmaceutique nationale compétitive, la valorisation de notre pharmacopée traditionnelle, la contribution active à la couverture santé universelle. Ces journées n'auront pas été des simples rencontres scientifiques. Elles constituent un véritable tournant stratégique. Les recommandations issues de nos travaux doivent désormais être traduites en actions concrètes, coordonnées et durables. En tant que conseillère pharmaceutique du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, je promets à mes collègues pharmaciens de transmettre à son Excellence, Monsieur le ministre, toutes les recommandations et résolutions de ces journées pharmaceutiques. En l'occurrence, il s'agira de renforcer la régulation et la gouvernance du secteur pharmaceutique, promouvoir une collaboration interprofessionnelle qui soit efficace, accompagner les réformes nécessaires à l'industrialisation pharmaceutique et ce en collaboration avec d'autres ministères impliqués, appuyer l'ordre des pharmaciens dans son rôle de défense de l'éthique, ainsi que la qualité des pratiques professionnelles. Je tiens à féliciter toutes les autorités qui ont participé à ces assises, les partenaires techniques et financiers pour leur soutien, les organisations, les organisateurs pour leur dévouement, pour leur engagement, pour leur énergie dépensée. Et à vous tous, chers participants, pour votre présence active et constructive. C'est la première fois que je vois autant de pharmaciens réunis et engagés. Voilà, la salle est encore pleine, alors que d'habitude, vers la fin, on voit souvent une salle vide, à moitié vide. Et là, j'ai compris que vraiment, le sujet était intéressant et les participants y ont trouvé leur intérêt. Chers pharmaciens et parties prenantes du secteur pharmaceutique, l'avenir de la pharmacie en République démocratique du Congo dépend de notre capacité collective à transformer nos idées en réalité. L'heure n'est plus seulement diagnostique, mais nous devons passer à l'action. Chacun doit mettre la main à la pâte. Je vous invite donc à rester mobilisés, engagés et solidaires afin que les résolutions prises ici deviennent les fondations d'un système pharmaceutique résilient et souverain. Sur ces mots, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique,
hygiène et prévoyance sociale, je déclare officiellement close les journées pharmaceutiques nationales. Nous remercions énormément Madame Thérèse Kitele, merci. Du Grand Forum. J'ai rencontré personnellement le président il y a moins d'une semaine. Et c'est là qu'il m'appelait qu'il était à la tête de l'ordre de l'Asie de cette ampleur en 4 mois. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas facile. Donc bravo encore. Sur ce, nous sur malheureusement, je ne suis pas pharmacien. Donc si la régie nous lâche, on arrête là. Le protocole, on va demander au protocole de s'occuper du buffet, donc mesdames du protocole, allez-y. Nous demandons, chers professionnels de la santé de diverses horizons, distingués invités en modalité sexistes respectives, pour qui s'assembler, bonsoir. Alors, nous sommes des cercles de scientifiques pharmaceutiques qui, depuis certaines années, a pris l'initiative de publier un magazine dénommé Les Pharmaciens. Ce magazine, Les Pharmaciens, mais pas magazine du pharmacien, ou encore pour dire magazine Les Pharmaciens, mais pas magazine uniquement dédié aux pharmaciens. En ces mots, nous sous-entendons l'essence de la multidisciplinarité que nous voulons incarner à travers la publication de ces périodiques. Alors, ces magazines s'inscrivent dans un cadre de la promotion de l'excellence, mais aussi d'un appel à la conscience. Appel à la conscience des pharmaciens, des étudiants en sciences pharmaceutiques, de nos chers êtres qui doivent travailler au four et au moulin pour permettre la survie de ces magazines, mais aussi l'évolution de notre secteur. Nous le disons parce que vous retrouverez dans ces magazines des rubriques faites de la culture de l'excellence, ou encore pages glorieuses, ou encore écho du monde, dans lesquelles nous présentons les quelques avancées majeures qui ont été réalisées dans le domaine pharmaceutique au sein du pays.
Merci beaucoup, cher professeur et cher président. Et Crépas Labo avec le représentant pharmacien. Et pour finir, nous avons ici les représentants de la Fédération internationale pharmaceutique. Nous invitons donc au podium les docteurs Molio. Exemplaire de la part du collègue. Paraphraser un aîné du nom du professeur Kambavemba, le pharmacien, le docteur pharmacien est un merci. J'aimerais que chacun de nous retienne cela et fasse en sorte que le pharmacien, le pharmacien, soit toujours un monsieur. Merci beaucoup. De m'avoir honoré en ce jour, je ne l'attendais pas. J'ai compris que j'ai de la famille. Et je demande au conseil de vous lancer dans les organisations professionnelles, qu'elles soient nombreuses, au lieu de laisser simplement les hommes nous diriger à tout moment. Et à vous, merci. C'est pas on fait réagir de ce qu'elle officiel, même les ambassades pour la jeunesse. Merci. Pourquoi on pouvait retenir. Et ça, c'est peut-être parce que dans la vie, lorsqu'on fait quelque chose, il est important de savoir qu'on fait ce qui est juste. Chaque fois que vous ferez ce qui est juste, vous allez voir qu'il y aura toujours un impact dans la vie. Si vous faites ce qui est juste, peu importe le bénéficiaire, il y aura toujours un impact et cet impact sera durable. Merci beaucoup, merci aux organisateurs parce qu'ils m'ont vraiment fait une surprise. Le soutien institutionnel de l'ordre. On l'applaudit encore, on le remercie, merci beaucoup pour ce soutien. On l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup, merci professeur Larry, merci spécial du Conseil de l'ordre, vis-à-vis du doyen honoraire. Photographe, quelques photos avec le doyen. Voilà. On l'applaudit encore une fois.
au professeur Kaouba, qui n'est pas là avec nous. À toute personne qui est dans cette salle. Voilà, la question est posée. C'est le président de la République. La date, on est en train de couper les gâteaux. DJ Forever. Qui donne les hautures d'argent qui est visuellement impressionnant. Le dernier